Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle présentation de Rollerball, un film sorti en 1975 de Norman Jewison, d'après la nouvelle Rollerball Murders de William Harrison. C'est un film avec James Caan, ou Caan, je sais pas comment on le prononce, Caan, voilà, on va le dire comme ça. Il y a aussi Maud Adams et John Beck. C'est un film qui dure 2 heures environ, et qu'est-ce qui se passe dans ce film? Eh bien, c'est l'histoire du rollerball, un sport ultra violent qui permet de réguler la société. Je fais des grands raccourcis, mais c'est un sport qui, de par sa nature violente, est une sorte de catharsis pour la société, un sport dans lequel il n'y a pas de champion, de star, pour réguler les sursauts individuels dans la société qui est stable. Et on parle d'une société mondiale, dont la violence est régulée par ce sport. Un concept de science-fiction bien étrange, mais le film est assez passionnant en termes de science-fiction. C'est un film qui, je trouve, a eu de l'influence sur le manga Alita, tout le passage sur le motorball, et j'avais envie, pour préparer justement la critique d'Alita, de revenir sur Rollerball, de vous en faire une petite présentation. C'est aussi un avis qui est incomplet à mon sens, puisque j'ai eu un peu de mal ces derniers temps à me remettre un petit peu dans l'écriture, le visionnage et quelques réflexions sur les films, donc j'ai pris énormément de retard et j'ai l'impression, quand je lis mes notes sur Rollerball, que ce n'est pas complet. Après, ce n'est pas grave. Depuis un moment maintenant, j'essaye avec mes vidéos de plus vous donner envie de voir le film que d'essayer d'être exhaustif. Ça n'empêche pas que les vidéos soient toujours de plus en plus longues, mais bon, ça c'est un autre problème. Donc j'ai plutôt envie de vous donner envie de voir le film, de vous faire découvrir ce film, que forcément rentrer dans des considérations thématiques et analytiques, même si je sais que c'est quelque chose que certaines personnes attendent de moi. Ce ne sera pas forcément le cas tout le temps. Et ce sera plus des portes d'entrée concernant Rollerball que quelque chose d'approfondi. Et puis, ce n'est pas grave si je ne vous dis pas tout, ça vous permettra vous-même de compléter par rapport à ce que je dis, voire même d'aller bien plus loin encore, puisque le film est quand même assez riche. Cette histoire de Rollerball provient, semble-t-il, dans le documentaire Le Retour dans l'arène, qui date de 2000. Il a été inventé par l'auteur du livre qui avait vu une bagarre générale pendant un match de basketball dans les années 70. La foule était plus intéressée par la bagarre que par le match même, et Harrison crée donc un sport où la violence ferait partie intégrante du dit sport. Quand il a été approché pour l'adaptation au cinéma, il exigea d'écrire le scénario et d'avoir aussi le même salaire que l'acteur principal, et le deal fut conclu. Nous sommes dans une dystopie, une réalité alternative qui ne semble pas si loin de la nôtre. Le rollerball, c'est du roller derby. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir le film Bliss. Je crois que c'est avec Ellen Page. C'est un film avec du roller derby, sauf qu'ici c'est avec des motards. On marque des points et il y a beaucoup de violence pour mettre l'adversaire hors d'état de nuire. Et la première scène, on va dire, donne le ton de la dystopie, donne le ton de la violence, aussi un peu de la mise en scène, du côté presque sacré du sport. Ce jeu, le rollerball, est un exutoire pour la population maîtrisée par la compagnie. Le jeu permet à la foule de se soulager de sa pulsion meurtrière, de ses frustrations. C'est presque, peut-on dire, une guerre à petite échelle, puisqu'on oppose des villes et plus généralement des pays entre eux. C'est une guerre sans violence par armes militaires, c'est une guerre sans tirer de coups de feu, pour jouer le jeu d'une compagnie qui est mondiale et qui contrôle. Le jeu même est présenté comme un conflit dans un colisée, une arène circulaire, où les joueurs sont habillés comme des gladiateurs, avec des piques, des armures et des couleurs. Pour montrer cette folie de l'organisation de ce jeu, il y a quelque chose, encore une fois, dès le départ, qui nous est montré avec Houston contre Madrid. Et sur un panneau qui résume l'affrontement, le conflit, il y a marqué les 3 premières lettres des villes.
Houston, donc H-O-E-U, et Madrid, MAD, donc M-A-D. Et quand on ne fait pas attention, et bien sûr par rapport aussi à l'indication, la façon dont c'est écrit sur le tableau, c'est un tableau numérique. Vous savez, un peu à la façon qu'on a d'écrire sur les grands panneaux sur les autoroutes pour indiquer le trafic. Vous voyez ces écritures en points. Eh bien, on a l'impression qu'on lit Oh Mad, donc à quel point c'est fou, la folie d'avoir créé ce jeu et de voir qu'il fonctionne auprès des foules. Et en cela, je trouve que c'est dur de croire que toute la société tient en équilibre par la médiatisation de ce jeu seul. Mais je pense qu'il vaut mieux croire à ce constat de base qui nous a jamais vraiment développé. Il faut tout de suite croire à cette idée parce que sinon on ne rentrera pas dans le film. C'est une précaution qu'il faut faire avant d'aller plus loin dans le récit. Croire à la portée médiatique de ce jeu et à son importance, à sa valeur, puisque nous allons rentrer rapidement au cœur du jeu, en interne, j'entends par là, en coulisses, et voir un peu la psyché de notre héros Jonathan. Le film oscille entre des séquences d'action et des séquences purement de science-fiction, où l'on évoque une réalité alternative, qui n'est dans l'absolu pas si loin de la nôtre aujourd'hui, mais qui bien sûr a bien vieilli avec ce qu'on pensait être futuriste à l'époque. Ça reste un film de science-fiction, même s'il y a beaucoup d'action, on pourrait se poser la question, est-ce que c'est plutôt un film d'action? Non, ça reste un film qui essaye de nous montrer par anticipation des problèmes de notre société, comme la plupart des films de science-fiction. On nous projette dans un futur pour nous révéler les dysfonctionnements de notre présent. Et faut bien avouer que pour 1975, l'idée d'une société qui dirige tout, la médiatisation de programmes violents qui plaît aux foules et l'aliénation de l'individu au profit d'un équilibre général, on est, je trouve, assez là-dedans encore aujourd'hui. Mais donc ça veut dire qu'on ne sortira probablement jamais de ce problème-là. Si en 1975, on nous dévoilait déjà des choses qui étaient problématiques et qu'aujourd'hui, ça a même presque empiré, je trouve que c'est quand même assez malheureux de le constater. Mais ça veut dire que le film a encore une portée aujourd'hui. Et ça, par contre, c'est très positif. La structure est assez classique. On monte d'un cran à chaque nouveau match. Il y en a 3. Le match de début est là pour mettre le spectateur dans le bain. On lui montre aussi ce nouveau jeu et ses règles. En demi-finale, une remise en cause des règles de base et finalement une remise en cause, un obstacle à ce ronronnement de présentation, d'exposition du début. Le deuxième match donc met à mal le héros, la chute du héros avant sa remontée, avant son retour avec l'élixir, avec quelque chose qui lui permettra de vaincre l'adversité dans un match final qui est l'obstacle final, le moment culminant de l'action et le moment le plus dangereux pour le héros. Tout cela est assez voyant, est assez clair et bien timé dans le scénario. Quand vous regardez un petit peu le moment où certaines actions apparaissent, c'est très bien construit à ce niveau-là, c'est très classique. Nous commençons avec quelque chose justement de l'ordre de l'aliénation, c'est-à-dire des joueurs qui ne sont pas mis en valeur, et peu à peu dans le premier match on nous montre un joueur, Jonathan, qui est particulièrement performant, et de cette aliénation, de cette sortie de vestiaire dans l'ombre où aucun n'est médiatisé, eh bien nous allons arriver sur une enquête personnel, qui prend une grosse place dans le film. Jonathan veut en savoir plus sur le rollerball. Pourquoi il est fait ainsi et pourquoi on lui demande à lui, tout d'un coup, de partir en fait de son équipe, alors que lui, il veut gagner, bien sûr. Donc ça pose des enjeux personnels par rapport à une collectivité qui est intéressante, une escalade du conflit aussi qui est bien faite, même si je trouve que le milieu du récit est un petit peu laborieux.
la partie la plus faible est, à mon sens, la romance. Mais en plus, il y a quelques petits délires des années 70 avec la séquence de l'ordinateur liquide qui parle. Je l'ai revu pour la critique avant d'enregistrer pour me dire, mais est-ce que c'est moi ou c'est vraiment une séquence un peu what the fuck? Oui, la séquence, elle a un petit grain de folie des années 70, de ces, vous savez, de ces moments d'expérience, un peu de drogue. Il y a eu un peu de drogue quand ils ont écrit cette séquence. Mais le film rend compte de toutes les tensions de la société. Le jeu est là et il a été créé pour montrer la futilité de l'individualité par rapport au groupe, aussi de l'action, j'entends par là de l'effort individuel pour essayer d'exister. Tout en montrant, là pas seulement le jeu, mais le film même, une décadence de la société. Il s'amuse à brûler les arbres pour purement du divertissement d'aristocrates. Hein. On les voit brûler les arbres, c'est terrifiant. C'est terrifiant, c'est-à-dire que le rollerball est finalement cette action envers la nature, c'est un divertissement qui n'a plus aucune conscience. On peut dire clairement chez nous des trucs qui sont apparus à la fin des années 90, les love story, tout ça, voilà, je trouve ça assez terrifiant quand même, on est à un niveau abyssal. Hein. Mais il y a une ivresse aveugle de ces aristocrates qui continuent à saccager, à massacrer ces arbres pendant qu'il y a Jonathan et je sais plus, je crois un mec de la compagnie qui sont en train de parler. Et le fait justement qu'on détruise les arbres rentre aussi dans une logique, un pessimisme écologique, puisqu'on a 2 autres films des années 70 qui sont très connus pour ça, que j'ai quand même, honnêtement, que j'apprécie beaucoup plus que Rollerball, c'est Silent Running de Douglas Trumbull. Pour ceux qui ne se souviennent plus, c'est quelqu'un qui a fait des effets spéciaux assez connus dans ces années-là. Il a fait donc Silent Running, qui est aussi impressionnant pour ses effets spéciaux en 1972. Et après, il y a bien sûr le film que je préfère, Le Soleil Vert. Cette idée, voilà, encore une fois, de la société mondiale globalisée. Le film est là pour alerter le spectateur, mais il est trop tard. Et aujourd'hui, faut bien constater que cette société mondiale globalisée a refermé ses liens et on ne peut plus faire grand-chose pour enrayer le système, à moins d'être à sa tête. Donc, moi, j'apprécie en fait cette rétrospectivement cette anticipation et dans un sens cette lucidité de ces auteurs, de ces écrivains, de ces scénaristes et finalement de ces cinéastes à avoir eu la volonté de créer ces films. Mais en fait, ah oui, on sait, oh là là, on découvre que la société, mais on fait rien en fait. Et c'est terrifiant de voir ça. C'est encore plus terrifiant quand on voit que dans les années 70, ils y pensaient déjà et on n'a rien foutu. Donc voilà, c'est un film, dans un sens, qui a pas réussi son objectif de nous montrer les dangers de notre société pour justement qu'on évite ce danger, pour que, alors j'espère qu'au moins ça aurait servi à quelques personnes, mais force est de constater qu'on n'est pas allé dans une autre direction. Mais le film a fait une forte impression à l'époque, encore une fois pas dans le bon sens, au point que de ce que j'ai lu, il y a des promoteurs qui ont voulu faire un vrai rollerball, alors que le film était plutôt là pour le dénoncer, dénoncer la violence du système, de la construction du jeu, même du système autour du sport, parce qu'il y a quand même certains sports qui sont un peu délirants, ne serait-ce qu'en chiffres d'argent posé sur la table pour faire vivre ce sport. Enfin, moi je pense à du foot, enfin c'est complètement délirant, ces millions pour des gens qui jouent à la balle, enfin faut arrêter quoi. Et après on se dit qu'il n'y a pas assez d'argent pour telle ou telle chose, voilà, enfin ça c'est une forme de violence, je trouve aussi, de dépenser autant pour un sport pareil, surtout pour un individu. Les mecs qui sont transférés d'écurie en écurie à la hauteur de 60, 70, 80 millions. Vous vous rendez compte de tout ce qu'on pourrait faire avec autant d'argent pour essayer de sauver les gens ? Non, on transfère juste un pauvre gars qui va jouer à la balle pendant 10 ans et après il sera à la retraite. C'est quand même terrible. Bon, enfin bref, voilà le thème de la télévision, même si tout cela n'est pas vraiment appuyé dans le film, il est en
en sous-texte, quoi. La pression sur les joueurs, la pression des audiences, la pression personnelle. Hein. Jonathan voit des images de sa femme sur la télévision, donc il y a aussi une pression personnelle. Mais je pense qu'ils auraient pu appuyer davantage l'idée de télévision, l'idée d'audimat, ce que d'autres films font pour le coup, des films qui travaille sur l'audimat, sur la télévision. The Truman Show par exemple, The Truman Show c'est sur l'audimat, et le Christophe qui essaye de trouver les choses pour faire monter l'émotion auprès des spectateurs, mais ça reste très difficile de lier quelque chose de personnel à un personnage, Jonathan, et en même temps quelque chose qui est très éloigné, très en décalage, parce que lui il vit dans le jeu, et moi ce que j'aurais souhaité c'est qu'on voit aussi l'extérieur du jeu. The Truman Show le fait très légèrement, avec quelques plans sur les gens qui regardent la télévision, mais pas plus. Ce qui nous permet d'arriver à avoir une espèce de va-et-vient qui est agréable. C'est compliqué si on veut tout d'un coup montrer vraiment aussi le devant la télé, parce qu'on a derrière la télé justement tout ce qui se passe en coulisses du rollerball, mais aussi devant la télé, ces gens qui attendent le rollerball absolument. Et si on essayait d'avoir un partage, un équilibre entre ces deux parties, eh bien je pense qu'on perdrait en fait de l'émotion et de l'identification à Jonathan, au profit d'un développement thématique autour de la télévision. Mais on n'est pas en reste, pour le coup. Il y a des concepts de science-fiction de télévision. Il y a le multivision, c'est-à-dire une grande image et 3 petites images à côté qui montrent la même scène mais d'un autre point de vue. Et ça, c'est intéressant. Mais on voit très bien que c'est juste dans ce film-là, ça n'a jamais vraiment été le cas pour des consommateurs. On a bien sûr cette technique-là quand on est en régie vidéo. Par exemple, on reprend le match de foot. Le mec, il a des dizaines de caméras qui sont braquées sur une scène et il peut choisir la scène qu'il veut sur le grand écran ou justement ce qui va passer en direct à la télévision. Donc ça, on a le multivision en régie vidéo. Mais pour un consommateur normal, on n'a pas ce genre de choses. Ou en tout cas, pas encore. Comme je vous le disais, dans le premier match, on observe les personnages principaux qui ne sont pas spécifiquement démarqués. On présente des joueurs par fragments, tapis dans l'ombre, avant de les faire sortir des ténèbres, avec toutes les protections qu'ils ont. C'est difficile de reconnaître d'ailleurs l'acteur principal, à moins de se fixer particulièrement sur lui. Il est dans la masse. Puis après, il nous apparaît, joué par James Caan. Alors je dis James Caan, alors je ne sais pas si c'est James Caan ou bref, c'est quelqu'un que vous avez déjà vu dans le film Le Parrain. Donc l'acteur est plutôt bien placé. Il y joue dans Rollerball un homme assez vide, mais qui va se remplir d'incertitude, d'angoisse et de tristesse. Et il essaye de trouver sa place dans la société. Son ex-femme a été vendue par la société pour assouvir les désirs d'une tierce personne, pour justement apaiser des conflits et faire en sorte que tout soit harmonieux. Son ami Moonpie, son ami de jeu du rollerball, tombe dans le coma dans le deuxième match. Sa vie ne va pas fort, mais elle est réglée par la corporation. Et il y a quelque chose d'assez terrible, c'est que la corporation, compenser le fait qu'on lui ait privé de sa femme, elle lui offre des femmes à volonté. Et c'est terrible parce qu'à un moment, on a une très jolie femme qui vient et qui lui dit « je m'appelle Cecilia ou Victoria » et lui dit « d'accord ». Mais vraiment en mode rien à foutre. C'est terrible, hein. C'est vraiment terrible. Les femmes, généralement dans ce film, elles sont délaissées. Je dirais qu'elles ont quand même un peu plus de valeur que dans Le Soleil Vert, où carrément elles sont considérées comme un bien meuble. C'est terrible, hein. Par exemple, à la bibliothèque, il y a Jonathan E. qui lui dit lui-même, hein, nous ne sommes pas vraiment dans une bibliothèque et vous n'avez rien d'une bibliothécaire. Un petit peu, vous savez, la réflexion que se fait Danny dans The Last Action Hero, vous êtes trop belle pour travailler ici. C'est littéralement ça, c'est la femme objet, le bien meuble, comme dans Le Soleil Vert, je vous le rappelle, qui est sorti
J'avais dit, je crois, en 72 ou 73. L'individu n'est plus lui-même, il n'est plus lui, il est ce que la corporation lui dit qu'il est, que ce soit pour les femmes qui sont au service de la corporation ou que ce soit Jonathan E. Et c'est la toute-puissance de l'employeur contre l'employé. On est puissant, donc on veut la femme du petit ouvrier parce qu'elle est jolie, et donc on l'a parce que c'est comme ça qu'on a l'équilibre de la société. Donc un privilège de la classe dominante. C'est terrible, hein, le film est terrible à ce niveau-là, à laquelle est mêlée celle des sportifs, donc avec les classes dominantes qui finalement restent un petit peu entre eux, et avec les patrons, je veux dire, et n'est pas du tout liée à une foule qu'on voit à peine au début du film. Donc c'est un film en haute société, c'est pas sur la haute société, mais c'est un film en haute société, et jamais Jonathan E va se confronter à la foule, justement à cette foule qui donne de l'impact au jeu. L'entreprise et le film bloquent presque la pensée du personnage, ou bloquent presque notre pensée à nous, en ne nous dévoilant pas toute on va dire la richesse de ce qu'il y a autour de ce sport, autour du rollerball. Et même si Jonathan E est l'élément de contestation du film, il rentre quand même sacrément dans le moule de l'entreprise. Mais grâce à une enquête, devrais-je dire personnel, il prend conscience de l'autorité et questionne le système. Il va découvrir lui-même au-delà de l'image donnée par la compagnie. C'est un personnage qui est quand même très passif sur sa condition, avec une émotion réduite, mais c'est parce qu'il est aliéné. On dit au départ, le jeu est plus grand que les joueurs, et on commence le film par un air d'orgue, la toccata et fugue, ou fugue, qui instaure un côté solennel, sacré, et on montre le lieu de culte qui s'éveille. Le lieu est montré, pas les gens, qui sont finalement relégués à des silhouettes, et à la fin, on a un gros plan figé sur le héros, la légende Jonathan E, et le joueur est devenu le culte, et le lieu est au second plan. Le joueur est devenu plus grand que le jeu à la fin du film. Donc même en termes de réalisation, on voit l'évolution entre cette première scène et avec justement, alors ça c'est assez pénible, mais on a une espèce d'hymne du rollerball qui est vraiment presque chanté en temps réel, il n'y a pas de coupure, quoi. Donc on montre vraiment que le jeu est plus important, et à la fin, gros plan figé sur l'acteur, le personnage, l'individu est devenu plus grand que le jeu. Donc cette évolution est très intéressante dans les premiers plans et les derniers plans, et là c'est la réalisation qui est efficace pour nous montrer la volonté d'un homme d'affronter les pressions. On voit que sa vie est assez vide, mis à part le jeu. La mort cérébrale de Moonpie est du coup décisive, puisqu'il n'a que le jeu. S'il y a quelque chose qui se passe mal dans le jeu, eh bien le personnage va avoir un éclair, quelque chose qui va le révéler à lui-même. Et ici, c'est la mort cérébrale de Moonpie qui est décisive, qui va lui faire son choix final, si je puis m'exprimer. Parce que, dans l'absolu, Moonpie, lui, il épouse complètement le système, mais il soutient aussi le héros. Je trouve que Moonpie présente déjà, à mon avis, des attitudes de personnage des années 80. Grossièrement, il a déjà cette carrure assez énorme, mais il va pousser davantage Jonathan E dans son questionnement, en justement ne questionnant absolument pas le système, alors que Jonathan, lui, il a des doutes. Et étant donné que son ami ne va pas l'aider, il va presque embrasser beaucoup trop le système, et bien Jonathan va s'isoler un petit peu de lui pour garder cette réflexion de l'individu contre le système, l'individu seul, sans ses amis, contre le système. Le film est tourné à Munich en raison de certaines architectures qui faisaient à l'époque futuriste. Il y a donc un focus dessus dans le film. Ça ne vous échappera pas, des espèces de panoramiques, des dézooms pour bien montrer les bâtiments. Il y a la tour BMW qui sert de siège à la Corporation de l'énergie. On a le parc olympique qui a été utilisé pour les Jeux olympiques de 1972. Il y a aussi des séquences en intérieur qui ont été tournées à Pinewood, donc les studios Pinewood au Royaume-Uni, et on a aussi l'Audi Dome pour les matchs. Le film a pas mal vieilli par ses effets, ses cadrages, cette espèce d'image figée à la fin.
Il y a, par exemple, la neutralisation de Moonpie au ralenti. C'est pas très beau, mais il y a une science du zoom. Puisqu'à l'époque, voilà, le zoom c'était très utilisé. Il y a un zoom vraiment qui donne l'impression de show télévisé, de retransmission sportive par moment, de par la multiplicité des points de vue qu'on nous présente lors des matchs. C'est très impressionnant, la qualité de logistique de tournage pour les séquences d'action de ce film. Il y a énormément de plans, il n'y a pas de musique pour les séquences d'action. Et finalement, ces petits éléments de réalisation donnent le spectacle du rollerball qui devient le spectacle du film. C'est un double spectacle. Nous épousons le spectacle des spectateurs du film, puisque nous avons la même retransmission télévisuelle, pratiquement. Et la dynamique de réalisation de ces séquences du rollerball, je trouve qu'elle est moderne. Elle est moderne de par les multiples points de vue, représenté par un montage dynamique, toujours en mouvement, dans le plan, mais aussi un mouvement du plan. Et les deux fonctionnent à l'unisson. Des fois un personnage qui arrive devant la caméra, des fois la caméra embarquée, surtout que c'est un sport où les gens bougent beaucoup, donc la caméra se déplace également, en même temps que le personnage fait des fois un mouvement contraire pour donner de l'impact à quelqu'un qui va rentrer dans quelqu'un d'autre. Des fois, ça a un petit peu vieilli, les actions sont fragmentées, on ne peut pas les faire en une seule traite, c'est des fois des inserts, c'est un petit peu tricky, hein. Il y a un truc, un bricolage pour créer justement un impact de quelqu'un qui se reçoit une bagnole dans la gueule par exemple. Et bien là on sent qu'il y a un découpage pour faciliter en fait l'action violente, pour ne pas la montrer pleinement aussi. On voit bien que c'est un futur bien différent de notre actuel, et c'est en cela peut-être aussi qu'il est vieux ce film. C'est-à-dire qu'on a une projection qui est un peu datée, même s'il y a toujours des choses justes, hein. Les corporations plus fortes que les gouvernements, on le voit aussi aujourd'hui. Hein. Mais dans la réalisation, je trouve qu'il y a une modernité par la gestion des multiples points de vue, mais il y a aussi, du coup, quelque chose qui est vraiment lié aux années 70. Ça n'a pas empêché un travail sur ces séquences qui est au niveau des acteurs, j'entends par là, qui ont fait leur cascade. James Caan avait fait ses cascades, il avait fait un entraînement de patinage, parce que ça reste des pintins en roulette, et il faut être à l'aise quand il faut rouler à 30 km/h, suivre des motos, donc c'est compliqué quand même. Et j'ai lu aussi, quand je parle de cascade, j'ai lu ça. Confirmez-moi si c'est vrai, mais ça serait le premier film important à Hollywood à créditer les cascadeurs au générique. Et vu les cascades qu'il y a dans le film, valait mieux, parce que c'est quand même assez impressionnant. Et la séquence, tout est fait pour qu'on y croie. Vraiment, il n'y a pas de musique. Donc clairement, là, les séquences de rollerball, c'est encore le grand attrait de ce film. Je trouve que le reste, un petit peu autour, a vieilli, malheureusement. Et on joue, pour revenir à cette musique, on joue à la fin sur le vide. Après une assourdissante compétition, eh bien, on a cet homme, on a ce silence déjà, et on a cet homme blessé qui part avec la balle et qui marque le point final. Ce silence, c'est le silence, je dirais, de la révélation. Mais pas de la révélation pour le personnage, de la révélation pour le public. Que finalement, quelqu'un est plus grand, qu'un individu est plus grand que le jeu. Quelqu'un qui peut défier une autorité. C'est possible, mais le film s'arrête là. Et on ne sait pas ce qui se passe après. C'est à nous de l'imaginer, bien entendu. Ce film a vieilli, mais le message reste fort. Plus fort encore aujourd'hui. Donc, je vous invite à regarder ce film, Rollerball. Je lui mets un 14 sur 20. Je pense que je ne vais pas revenir sur le remake de McTiernan, à moins de faire une rétrospective sur le mec, mais autrement non, parce que le film, il est pas très agréable à regarder. Rien que ça, hein, ne me donne vraiment pas envie de le revoir pour faire une critique. Hein. Ça, soyez-en assurés. Mais ce film-là, j'avais envie de revenir dessus avant de parler d'Alita. À voir après, bien sûr, si la personne qui a écrit le manga a vu Rollerball ou non. Ça, je ne sais pas. Ça, il faudrait voir dans des interviews. Mais quand j'ai vu le film, j'ai tout de suite pensé à Rollerball. Et donc, je me suis dit, je vais me faire plaisir, je vais parler un petit peu de Rollerball. Peut-être que des gens ne connaissent pas Rollerball, et j'espère qu'après cette critique,
ou même sans avoir vu forcément cette critique, qu'ils auront vu Rollerball et qui seront contents que j'essaie de médiatiser un petit peu ces films un petit peu perdus. Même si Rollerball, bon, ça reste quand même un petit peu connu pour quelqu'un qui a une culture du cinéma américain des années 70. Voilà, on peut pas ignorer Rollerball ou Le Soleil Vert, alors ça c'est pas possible. Bon, Silent Running, je connaissais pas avant qu'il y ait un copain qui m'en ait parlé, mais Rollerball c'est quand même un petit peu connu. Donc j'espère que ça vous aura plu, que j'en parle un petit peu, que je sorte voilà, de tous ces films d'actualité qui sont assez épuisants, voire médiocres. Et de me confronter un petit peu à des films un peu plus anciens, mais les prochains films qui vont arriver sur la chaîne, ben, c'est Alita. Et un tout petit truc de Rodriguez, 3 fois rien, juste avant. Donc restez connectés à la chaîne. Je vous remercie pour vos futurs retours, pour votre soutien. Alors oui, vous avez vu qu'il n'y a pas beaucoup de choses sur la chaîne, mais c'est normal. Il y a un temps de reprise pour moi qui est plus pénible que je l'aurais cru. C'est aussi peut-être la chaleur, je dois bien vous dire que je ne supporte pas trop la chaleur, donc forcément les envies d'enregistrement sont amenuies. Mais ne vous inquiétez pas, je continue à réfléchir à des textes, à réfléchir à des films, et à un moment je me mettrai à enregistrer et à monter tout ça. Donc dans tous les cas, je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!